Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du Camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Petit aparté avant de commencer, le 7 février 2025, le podcast a fêté ses 3 ans. Ça me fait très plaisir de continuer à vous parler toutes les semaines. Pour faire écho à l'épisode 71 et la traversée en voilier jusqu'au Svalbard, je reçois à nouveau Camille de Denise pour une discussion autour de sa démarche artistique qui questionne la domination humaine à travers l'installation de drapeaux dans des paysages désertés, comme sur la banquise du Svalbard. Ces drapeaux, symboles de conquête par tradition, sont ici détournés pour interroger la relation entre l'humain, la nature et l'altérité non humaine. Bonne écoute, et n'oubliez pas de partager cet épisode et surtout de me laisser des étoiles et des commentaires sur Spotify, Apple Podcast ou encore YouTube si cet épisode vous a plu. Bonjour Camille. Bonjour. Et merci beaucoup d'être dans le Camp de base. Aujourd'hui, alors c'est une tradition dans le podcast. Première question, est-ce que tu peux me dire, toi, où est-ce qu'il est ton camp de base et de quoi il est composé ? Alors, mon camp de base, en ce moment, je n'en ai pas. C'est une période un petit peu particulière pour moi puisque je n'ai pas vraiment d'appartement fixe ni d'atelier où je travaille. Mon camp de base, il peut être dans des endroits de transition où je suis accueillie, où je loge, donc où je reste pas très longtemps. Mais du coup, mon camp de base, j'essaye qu'il soit plutôt dans mon énergie et dans un enracinement en moi-même. T'as des techniques d'enracinement ? Oui, beaucoup de méditation, beaucoup de respiration. Ça me permet de m'apaiser, de revenir dans le moment présent et aussi dans l'énergie de mon art et de ma création qui me guide en ce moment. J'ai quand même hâte d'avoir un lieu dans lequel je me pose et je pose mes bagages bientôt. C'est très intéressant la question de l'atelier. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais nous expliquer peut-être ce que ça veut dire d'avoir un atelier pour un artiste Ouais. plasticien, parce que c'est ce que tu fais. Oui. Alors, bon, déjà, je pense que c'est différent pour toutes les pratiques. En ce qui me concerne, c'est vraiment d'avoir une chambre à soi, comme Virginia Woolf l'explique. Donc aussi un espace déjà psychique et physique. Donc c'est un espace où je ne suis pas dérangée. Donc je ne peux pas travailler dans un café, je ne peux pas travailler, je pense, très bien dans des ateliers partagés. Moi, donc dans mon cas, c'est vraiment un endroit où je ne suis pas dérangée, où la qualité du silence est aussi bonne. Et vu que je suis plasticienne, j'ai donc pas mal de médiums, la peinture à l'huile, la peinture sur textile, des enregistrements sonores, du travail de vidéo, de l'écriture, etc. Beaucoup de croquis, de travaux sur papier, d'expérimentation aussi avec d'autres médiums. Donc un espace où je peux expérimenter tout ça et travailler tout simplement, ce qui est très important. Voilà, un artiste sans lieu pour travailler, c'est pas forcément facile, mais ça dépend de chaque pratique. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu commences cette pratique artistique ? Alors du coup, moi, je suis franco-autrichienne, donc je suis née, j'ai grandi à Grenoble, et en Autriche, je viens de Vienne. Donc j'ai toujours été très immergée dans la culture artistique viennoise et dans les montagnes de Grenoble, donc qui a créé quand même un mélange qui m'a complètement construite. Donc depuis toute petite, je suis très très attirée, inspirée par la création, l'art. Je me sens très apaisée dans les musées. Depuis toute petite, j'aime la musique, la danse, etc. Voilà. Et puis après, donc j'ai fait une option art plastique au lycée pour le bac. Là, j'ai commencé à avoir, voilà, vraiment me dire que ça me plaisait bien. Et en fait, j'ai un parcours entre art et recherche en sciences sociales. Donc, c'est ce qui a guidé après mes études. J'ai fait une licence de sciences politiques et une licence d'anthropologie à Lyon 2, dont une année d'échange donc dans le nord du Québec, à Chicoutimi, déjà le nord appelé. Et je me souviens que donc le soir, j'étais dans des ateliers de l'École des Beaux-Arts de Lyon. J'allais apprendre des techniques déjà différentes. Quand j'étais au Québec, j'avais rejoint les ateliers. Et depuis le début de mes études, il y a toujours eu cette envie et ce besoin d'allier donc une espèce d'apprentissage autour des sciences sociales et une pratique plastique
qui après m'a amené à faire un master recherche à l'EHESS à Paris, donc l'école des hautes études en sciences sociales. Je travaillais sous la direction du chercheur André Gunther en anthropologie de l'image. Donc là, voilà, c'était vraiment de la recherche en sciences sociales, mais en lien avec l'image et beaucoup de questions de l'ordre de l'esthétique et de l'histoire de l'art. Suite à quoi, j'ai fait un master en design textile au Royal College of Art de Londres. Donc là, j'ai vraiment appris techniquement à développer ma pratique artistique avec un savoir-faire manuel très fort. Suite à quoi, j'ai fini ma recherche à Paris. J'ai travaillé à droite à gauche en tant qu'artiste, designer. J'ai fait pas mal d'expérimentations. Je travaille maintenant en tant qu'artiste professionnel en France depuis 2 ans et demi. Et cette année, je suis de retour à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris également, en philosophie sous la direction de Olivier Remeau, un philosophe incroyable qui a écrit le livre Penser comme un iceberg. Et donc, je suis en train de travailler à savoir si je commence un travail doctoral l'année prochaine autour des questions de philosophie, de fonte des glaces et de création esthétique et artistique. Donc, une année d'exploration. C'est un parcours très riche. Tu parlais d'art plastique, tu parles de création sonore. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste? Tu parles aussi de textile, enfin voilà, il y a tout plein de choses. Qu'est-ce que tu fais très concrètement? Donc, je suis artiste pluridisciplinaire. Donc, ça veut dire que je travaille avec un certain nombre de médiums et je développe en fait un monde, un monde de création, un monde sensible que je vois de plus en plus un peu comme un écosystème. Je n'ai pas à choisir un médium plus qu'un autre, lequel je préférerais ou quoi, même si j'ai plus de sensibilité peut-être pour la peinture ou l'écriture, mais finalement, les uns dialoguent avec les autres et se co-nourrissent. C'est comme ça que ma pratique fait sens. C'est vraiment dans cet écosystème artistique qui vient en fait parler de notre écosystème et de notre coexistence avec le monde dans lequel nous vivons, pas celui qui nous entoure. Est-ce que tu nous parlais d'un des premiers travaux que tu as effectué en ce sens sur la question du coexister? Alors oui et non, puisque je pense qu'il n'y a pas un travail spécifique qui a ouvert les portes de ces thématiques-là. Je pense qu'on retrouve certaines formes ou certaines bribes de ces sujets-là dans mes travaux antérieurs. Je pense qu'il y a toujours eu la question d'une forme de transcendance, de sensibilité aussi, de colère aussi face à une certaine forme d'injustice. Donc ça, c'est depuis toute petite. Mais mes travaux des 2 dernières années, à chaque fois, précisent ces questions-là. Ma dernière exposition solo, en sens, je pense, elle représente bien ces sujets-là. Elle a eu lieu en 2023, je crois que c'était avril, à Vienne, en Autriche, dans une galerie super chouette qui s'appelle Halle Dreitzen. Et j'ai travaillé en fait sur l'élément du feu, à la fois comme élément qui représente la surchauffe, les étés caniculaires, les feux, vraiment un monde qui surchauffe dans le désastre écologique. Et dans une deuxième partie, comment utiliser l'élément du feu comme transcendance, comme un chaos dans lequel on pourrait renaître de nos cendres. Voilà, je pense que... Et c'était une exposition donc clairement pluridisciplinaire, puisqu'il y avait déjà donc, de la peinture à l'huile, un paysage sonore dans l'espace d'exposition, des installations avec du bois, de la vidéo aussi qui représente du feu, des arbres et des branches en feu. Voilà, tout un monde... Au printemps 2024, tu as entrepris un voyage vers le Svalbard. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet? Oui, donc je suis partie tout début avril 2024 au Svalbard, donc en Arctique. Bah, c'est vraiment de fil en aiguille mon travail en lien avec la nature, la fonte des glaces qui a commencé donc dans les Alpes à Grenoble, où j'ai créé plusieurs œuvres autour de la fonte, des performances, des installations, beaucoup d'écriture, m'ont amené à vouloir aller au plus proche
des glaciers qui fondent. Voilà. Donc, je suis partie 2 mois. Comment est-ce que tu as organisé ce voyage ? Seule, de manière indépendante et autonome. C'est parti beaucoup d'un rêve, d'une intuition, vraiment d'un feeling. Et ensuite, à partir de là, comment rendre cette envie, ce désir-là possible dans le réel. À la fois réel avec les moyens financiers, les moyens physiques, les rencontres. Enfin voilà, rendre un rêve réel. Et alors là, c'est du travail. Parce qu'à chaque étape, il faut s'accorder avec le réel, du coup, tout en gardant l'énergie, puisque moi, je suis partie pour un projet, donc une expédition artistique, donc garder le sens et le cœur du projet à chaque étape. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup d'excitation aussi. J'ai été très motivée, je suis très motivée, très engagée dans mes rêves, et ça me porte beaucoup. Je suis vraiment optimiste. Les choses sont possibles dans ma tête. Et je pense que c'est comme ça que les choses peuvent commencer. Après, on fait des compromis, on adapte, on discute avec les gens qui connaissent le terrain. Faut encore une fois savoir être humble et accepter et écouter les conseils, bien sûr. Mais les rêves, c'est toujours une bonne première graine. Il faut s'y accrocher et les suivre. C'est fort, c'est important. Dans un premier épisode qu'on a enregistré ensemble et qui s'appelle La Traversée, tu nous as raconté la traversée pour ton expédition arctique jusqu'au Svalbard. Donc on s'était arrêté dans cet épisode au moment où tu mets pied à Longyearbyen. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans ton périple? Finalement, là, on parlait justement de ce qui t'a motivé dans ton art. Là, tu te payes en quelque sorte une résidence à toi-même, à un moment hors du temps dans ton travail artistique, mais qui vient être fondateur dans ton histoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que déjà, je suis arrivée au Svalbard, donc le travail commence. Enfin, le travail commence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon sac, j'ai des œuvres, des drapeaux, des peintures, de quoi écrire, de quoi faire des enregistrements sonores, de la photo argentique. Je suis équipée en tant qu'artiste et mon but, c'est quand même de faire tout un projet autour de la fonte des glaces. Donc, une fois que j'arrive au Svalbard, le projet peut commencer. Donc, je trouve rapidement un logement, appartement dans lequel je peux travailler, qui est chez une personne qui s'appelle Oscar, qui devient un ami et qui, lui, organise des expéditions pour filmer notamment les ours polaires pour la BBC, Netflix, etc. Donc, pendant qu'il est en expédition sur le terrain, je loue une chambre chez lui. Donc, je suis logée. Une fois que je suis logée, ouf, tout va bien. J'ai un espace où je peux dormir et travailler. À partir de là, ça va. Les choses sérieuses peuvent commencer. Ce qu'il faut savoir avec Longyearbyen, c'est qu'on peut se balader à l'intérieur de la ville de manière totalement libre, mais pour sortir, il est requis d'être armé pour se protéger des ours polaires. C'est quand même fou parce que ce soit dans le podcast qu'on a fait ensemble sur la traversée ou dans ton travail de recherche sur justement cette nature en lien avec l'homme et vice-versa, il y a quand même beaucoup de liberté et beaucoup de non-liberté. C'est-à-dire que sortir armé d'une ville, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est fou cette dualité qu'on retrouve ici. Alors moi, je le vis pas comme une non-liberté. Je le vis comme un... Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup étudié l'anthropologie. Donc moi, je viens vraiment de cette veine-là. Et donc, je le vis pas comme « oh là là, j'ai une contrainte », mais je prends vraiment cette expérience comme un terrain d'anthropologie, si je puis dire, dans le sens où je suis dans un espace, il y a des codes, il y a des manières de faire, et je vais m'inscrire là-dedans, je vais poser des questions, et du coup, je me sens pas dans la contrainte. S'il y a des ours polaires et que c'est organisé comme ça, c'est aussi qu'il y a des raisons. Alors, ça ne veut pas dire ne pas réfléchir aux choses, mais
je crois pas que je vis ça comme une contrainte, je le vis comme c'est mon contexte à ce moment-là. Et je sors beaucoup de langue herbienne avec une amie qui s'appelle Mareike, qui, elle, est guide. On devient très amies. Et du coup, elle est armée. Elle soutient énormément mon projet. On passe beaucoup de temps en dehors de langue herbienne pour faire mes installations in situ, mes photographies. J'ai mes œuvres dans un sac à dos et elle a une arme. C'est très étrange ce qui se passe parce que y a aussi une force dans le sens où on est deux femmes. Alors, il y a aussi une beauté là-dedans. Je suis pas emmenée par un homme qui est armé. Je suis emmenée par une amie qui est vraiment badass, qui est forte, qui connaît le terrain. Et ça, c'est très fort. Dans ton terrain de recherche, que moi j'appelle un terrain de recherche au Svalbard, qui fera partie donc d'une exposition à la Maison de la Montagne, on y reviendra juste après, mais qui s'appelle donc À la dérive dans l'écho de la Terre, une expédition en Arctique, une archive éco-poétique de la glace, du vent et de l'eau. Donc tu es au Svalbard et il y a trois peut-être axes, je dirais, qui ont un peu retenu mon attention. La première, c'est les drapeaux, qui reprend le concept de possession. Il y a la question des héros et de comment est-ce que l'humain, il est plus au cœur d'une histoire héroïque. Et puis, il y a aussi cette question de redéfinir le rapport au vivant, de l'éco-poétique et de l'empathie écologique. Pour bien situer pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu peux nous expliquer, quand on a tous ces concepts-là sur lesquels toi tu travailles depuis de nombreuses années, sur lesquels tu as beaucoup réfléchi, cherché, lu, écrit, poussé des médiums, griffonné, gribouillé, raturé, comment est-ce que, quand tu arrives au Svalbard, tu sais ce sur quoi tu vas travailler et comment est-ce que tu orientes ton travail ? C'est une très bonne question. L'équilibre, il est entre ce que j'ai préparé avant. C'est une expédition que j'ai passé plus d'une année à préparer, donc à la fois sur la logistique, mais également sur le contenu de mes œuvres. Donc j'ai des œuvres dans mon sac, je sais d'une certaine manière ce que je viens faire là. Et ça doit s'équilibrer à ce moment-là parfaitement avec ce qui se passe dans le moment et aussi la réalité du monde qui m'entoure, dans lequel je suis au Svalbard, que j'ai pu uniquement fantasmer et m'imaginer. Alors, c'était ma question, justement. T'arrives dans ton sac pour travailler sur une terre sur laquelle tu n'es jamais venu, sur un travail d'une nouvelle histoire héroïque où l'humain n'est plus au centre, sur de la pose de drapeaux. Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ton sac, quand tu les sors, et en voyant le territoire, en parlant aux hommes, en ayant cette espèce d'observation documentaire, tu te dis, merde, ça collera pas. Il y a beaucoup de choses qui... Alors, j'allais dire qu'ils collent pas, mais en fait, c'est pas comme ça. Parce que quand je crée mes œuvres avant de partir, je les pousse pas. Je les sculpte pas, de manière métaphorique, pour qu'elles rentrent dans un paysage que j'imagine. Je fais des œuvres qui s'intègrent et qui vont dialoguer. Donc, par exemple, le drapeau, donc le textile dans le vent, qui vont dialoguer dans un espace spécifique. Cet espace spécifique donnera la forme à l'œuvre. Donc, en fait, il y a toujours le territoire, sa sensibilité, ses éléments non humains qui vont donner forme à l'œuvre. Et ça, je le sais avant de partir. Donc, c'est comme si j'allais collaborer avec quelque chose. Avant de partir, je sais qu'il y a une grande partie de cette collaboration comme une rencontre. Je sais que il y aura les icebergs qui deviennent collaborateurs premiers. Et donc, en fait, je leur laisse toute la place en pensant le projet, plutôt que j'arrive avec une œuvre qui colle pas. Je sais qu'en créant mes œuvres avant de partir, je fantasme un espace, forcément, puisque je l'imagine, je prépare mon expédition et mon projet, mais je sais que je laisse place au vide en préparant mes œuvres. Et le vide, je sais que je l'embrasse quand j'arrive. Et je le laisse l'embrasser. C'est beaucoup de temps, beaucoup de contemplation, beaucoup de méditation, beaucoup de marche, beaucoup de temps, en fait, à ce que les autres peuvent dire du rien. Ce qu'on appelle facilement du rien, mais qui est tout sauf du rien, qui est du tout. Et là, la collaboration,
si je puis dire comme ça. Le dialogue, cette rencontre, elle se fait. Je ne suis qu'une petite partie de ça. Je m'efface à un moment, en fait. Pour reprendre un peu donc ces 3 médiums ou ces 3 concepts, qu'est-ce que tu fais alors de tes drapeaux et à quoi ils ressemblent? Parce qu'on est à la radio, on est dans un médium sonore. Évidemment, nos auditrices et auditeurs pourront retrouver les ressources en description du podcast, mais ça ressemble à quoi? Voilà, et puis je vous invite à voir les œuvres à la Maison de la Montagne. Alors ces drapeaux, ce sont des drapeaux sur des textiles blancs qui représentent principalement des oiseaux, et il y en a un qui représente donc l'oiseau des tempêtes, un oiseau qu'on retrouve en Arctique. Ces drapeaux, ils sont montés sur une sonde pour chercher les corps en avalanche. Voilà, je pars avec ma sonde qui portera les drapeaux. Ces drapeaux, ils sont installés dans les paysages du Svalbard, principalement dans les icebergs, et il n'y a pas d'humain. Sur les traces photographiques et vidéos, l'humain est complètement retiré de cette installation. C'est le but principal, puisqu'en fait, ces drapeaux, ils inversent le concept de la possession, en fait, en dénonçant la domination humaine. Et en fait, dans ce sens-là, mes drapeaux, ils ne symbolisent pas d'accomplissement humain. Ils ne montrent pas de héros humains. Le drapeau, traditionnellement, il est associé à une quête d'un territoire ou d'un exploit. Il y a plein de formes de drapeaux différentes, mais le drapeau que je questionne, c'est vraiment ce drapeau de conquête. Mon travail en sciences sociales a beaucoup été de questionner, de travailler sur les violences coloniales et postcoloniales et de domination des corps qui s'étendent des corps humains aux non-humains. Et en fait, dire qu'un territoire, on peut l'occuper, c'est se voir seul. S'il n'y a pas d'altérité, on peut occuper. Et c'est là où l'empathie écologique, elle rentre en jeu. Et du coup, mes drapeaux, ils se positionnent dans cette démarche-là. C'est une grande partie de ma pratique artistique de manière générale. Les premiers ont été déposés dans les Alpes en France, et donc il faisait sens de les emmener. Et donc sur les traces photographiques et vidéos, il n'y a absolument pas d'humain. Le drapeau prend forme dans l'espace, le textile vole dans le vent, donc il porte l'empreinte du vent, il fait donc voler les oiseaux. Et là, moi, je me retire complètement, puisque le vent et les icebergs communiquent avec l'œuvre. Comment est-ce que ça a été perçu au Svalbard, la dépose de ces drapeaux et surtout la venue d'une Française sur un territoire pour poser des drapeaux? Alors, Ce qui aurait pu être très mal perçu par ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Longyearbyen, il n'y a pas énormément de personnes. Il y a beaucoup de touristes. Et en fait, mes drapeaux, là, par exemple, là, on a une photo sous les yeux où on a un drapeau dans les icebergs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je suis à l'ouest de Longyearbyen. Je ne suis pas très loin. Je suis partie en 4x4 avec mon amie Marie-Kay, donc qui est armée. Il y a peut-être une petite maison sur la colline dernière. Mais en fait, il n'y a personne. Les gens, soit ils sortent sur des trajectoires touristiques, où les gens sont en expé, ou... Mais en fait, je ne suis pas sur la plage de la Côte d'Azur et je pose mon drapeau, ou en haut de Chamchaude, où il y a du passage entre midi et 2. En fait, il y a personne. Il n'y a personne en tant qu'humain. Il y a Marie-Kay et moi, à ce moment-là, par exemple. Donc... Les drapeaux, ils sont pas posés dans Longyearbyen. Et ensuite, moi, je rencontre beaucoup de gens dans Longyearbyen. Beaucoup sont très sensibilisés à la question de la crise écologique, du désastre écologique. Donc, on se retrouve. On a aussi beaucoup de choses à discuter. Les gens sont plutôt motivés par ce que je fais. Enfin, il y a un dialogue qui se met en place. C'est pas un drapeau qui est conquérant. Donc, à aucun moment... C'est pas juste l'image qui, à la fin, n'est pas conquérante, c'est que tout le processus et la manière dont je les pose et je le fais ne l'est pas. Tu questionnes donc la question des héros aussi. Oui, et beaucoup. Le fait de ne pas mettre l'humain au cœur. Oui. Il y a une différence fondamentale pour moi qui est de ne plus mettre l'humain au cœur et de mettre la nature au cœur. Est-ce que t'arriverais, toi, à imaginer un monde où la nature est au cœur ? Alors moi, j'irais même au-delà, et c'est tout ce que je travaille en philosophie
cette année à l'École des hautes études en sciences sociales est beaucoup inspirée par le philosophe Olivier Romeau. Je dirais même que c'est déconstruire la notion de nature. Le concept de nature est une construction humaine. À ce moment-là, on aurait un autre podcast à faire sur l'épistémologie du concept de nature. Mais qu'est-ce qui se passe si on enlève le concept de nature ? C'est intéressant ce qui se passe. Ouais. Alors juste l'épistémologie, c'est la manière dont on construit l'histoire et les termes, donc c'est l'histoire de l'histoire. Voilà, oui, ou l'histoire des sciences, de comment on construit les choses. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si on enlève même le concept de nature ? C'est comme si on faisait sauter toutes nos préconceptions de notre rapport au monde. Et là, je trouve que c'est intéressant. Alors, ça ne veut pas forcément dire soyons pour un anarchisme, j'ai envie de dire même écologique, peu importe, chacun son opinion après politique. Mais là, c'est vraiment sur du paradigme anthropologique. Oui, quel est notre rapport au fait d'habiter un lieu ? Ça fait l'objet d'études en géographie et en urbanisme qui sont extrêmement riches et extrêmement nombreuses. Finalement, pourquoi on choisit un lieu ? Comment est-ce qu'on habite un lieu ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui. Comment est-ce qu'on le transforme ? Est-ce qu'on est plutôt déterministe ? Est-ce qu'on est plutôt possibiliste ? Comment est-ce que la nature, ne serait-ce que... Alors, si on repart sur le concept de nature, comment est-ce que la rivière va venir presser sur des activités humaines ou pas ? Mais si on prend la rivière, on peut prendre tout ce qui existe. Ah ouais, c'est ça, en fait, à partir du moment, je pense, où chaque élément peut être discuté. Est-ce qu'on lui donne aussi... et alors là, on rentre presque dans la représentation du droit. Est-ce qu'on donne des droits à un élément non humain, à une rivière ? Quelle est notre manière d'habiter ? Et aussi en parallèle, donc ça c'est pour vraiment revenir dans notre contexte de désastre écologique, avec cette représentation donc d'urgence et d'éco-anxiété, de perte en fait de ce qu'on vit, de vraiment difficulté aussi à faire sens peut-être de nos vies dans un contexte aussi difficile. Et l'auteur philosophe Glenn Albrecht parle de solastalgie, donc une mélancolie, une dépression, un manque de consolation qui est lié à un lieu où on habite, qui est détruit, pillé par tout un système. Est-ce que tu penses que dans la forme d'art que tu viens creuser, que tu viens gratter, il y a cet accès au rêve comme une porte d'entrée, en fait ? Moi, c'est ce que j'en vois. Alors, oui, alors je sais pas si je me positionne comme ça, avec cette espèce de mission de faire rêver les gens. Je ne sais pas. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Mais je pense que la poétique et la rêverie est fondamentale. Mais fondamentale de manière très sérieuse. Un jour, j'ai écrit un poème et un des vers en anglais, ça fait « If you can dream trees, then you can plant them ». Ce qui dit en français « Si tu peux penser, imaginer les arbres, alors tu peux les planter ». Et en fait, c'est ça. Et c'est peut-être là la force de l'art, de la littérature. En fait, c'est la force de l'imagination. Elle permet d'ouvrir les portes, quoi, de laisser rentrer de l'air, de laisser rentrer des idées. Et ça, c'est très important, je pense, surtout dans le contexte dans lequel on est. Tu parles aussi d'empathie écologique, qui est pour moi très poétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Poétique, d'accord, intéressant. L'empathie écologique, je pense que c'est l'idée d'intégrer de manière hyper consciente la question d'altérité. Et dans l'altérité, je pense qu'il faut savoir se sortir d'un ego trop volumineux. C'est peut-être être un petit peu plus humble ou mettre, j'ai pas envie de dire à niveau parce que ça serait encore voir des niveaux, mais mettre avec nous en fait d'autres choses non humaines. Et l'empathie, elle est forte parce que c'est quelle altérité on dessine. Et c'est pas juste quelle altérité on dessine avec d'autres humains ou d'autres animaux dont on considère qu'ils sont supérieurs. L'ours, le loup, des animaux qui sont souvent dans des archétypes ou qui ont des symbolismes très forts. Qu'est-ce qui se passe avec la goutte d'eau qui tombe du nuage, la brume, des choses qui ont des corps très différents, un poisson, je sais pas, une bactérie, de la mousse, une racine, un bout d'écorce, une feuille qui tombe, une respiration. Qu'est-ce qui se passe quand
on intègre tout ça. Et là, je reviens à la force de l'imagination et de rêve. Qu'est-ce qui se passe quand on l'intègre dans nos conceptions? Et bien après, ça déroule. Ça déroule je l'espère, c'est peut-être très utopique, mais pensons les choses. Ça déroule dans le politique, ça déroule dans nos discussions, ça déroule dans nos littératures, ça déroule dans nos imaginaires, dans nos imageries, dans nos relations. Dans nos systèmes de société. On y travaille, tous ensemble, enfin, ceux qui font partie de l'équipe. Et quelle équipe en 2024? Ouais. Est-ce que tu veux nous lire un poème? Il y a de cela bien longtemps, était-ce hier, égarée l'obscurité se faufile en elle-même. Bien au-dessus des plus hauts sommets des montagnes les plus robustes, bien plus profondément que les plus impénétrables océans, sur des terres arides, torturées et asphyxiées par la haine, sur des sols brûlés vifs et noircis par les cendres de chaque écorce, de chaque arbre, dans les airs gazés, vidés d'eux-mêmes et asthmatiques, dans les eaux toxiques, viciées et devenues poison, ça étouffe de partout, tout crève. Mais soudainement, il est une secousse brutale, vomissant d'elle-même. C'est la convulsion d'un craquement si épuisé qu'il ne fait aucun bruit. Car sur cette terre à l'agonie, même les craquements sont éreintés. Merci beaucoup. On va te retrouver à la Maison de la Montagne à Grenoble à partir du 12 février. Le vernissage, c'est le 14 février, une date facile à retenir et donc une exposition qui aura cours jusqu'au 15 mars avec une entrée gratuite. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit topo de ce qu'on pourra y voir? Oui, donc je vous invite tous à venir à cette exposition qui reprend et qui partagera ce projet. Nous y verrons de la photographie, de la peinture, des écrits, des drapeaux, de la vidéo, des photos argentiques de ce périple. Il y aura donc la soirée de vernissage le 14 février où je ferai une présentation aussi de ce projet. Ensuite, on a une deuxième date qui est le 21 février où là, on aura au programme une soirée lecture de poèmes, donc une soirée plus intime où on se coucounera dans les mots. Et le 15 mars au matin, il y aura un atelier d'écriture où là, on mettra de l'huile de coude pour écrire un nouveau monde. Je serai dans le coin durant l'exposition et je serai ravie de dialoguer avec qui veut et de vous montrer mon travail. Super, merci beaucoup Camille d'avoir été dans le camp de base aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation, c'est un plaisir de partager et n'oublions pas de rêver. Cet épisode du camp de base avec Camille de Denise est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous à la Maison de la Montagne de Grenoble le 14 février 2025 à 19h pour le vernissage de sa nouvelle exposition. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et à vous abonner à la newsletter du camp de base. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.